Je suis Shirley Van Broek, chargée de communication au sein du SPIPACA, qui est une association de concertation sur l'environnement, le risque et l'industrie. Donc cette association est partagée entre tous les acteurs du territoire, que ce soit associations, collectivités, industriels, État ou encore représentants des salariés. Notre rôle est vraiment de faciliter les échanges entre les uns et les autres et d'offrir des espaces de dialogue. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Ce webinaire est organisé dans le cadre du dispositif Réponse. Réponse, c'est apporter des réponses concrètes aux attentes et préoccupations des habitants et usagers du territoire, donc des 21 communes du pourtour de l'étang de Berre, sur qualité de l'air et pollution de l'air. Donc, l'objectif de ces cafés-réponses que nous organisons comme aujourd'hui est de discuter plus précisément sur une réponse apportée par un des acteurs qui est engagé dans la démarche. C'est un rendez-vous mensuel d'1 heure qui a lieu tous les derniers mardis du mois hors vacances scolaires et en vidéoconférence. Donc ces webinaires rassemblent autant les acteurs que les citoyens. Donc je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Petite précision, le sujet des cafés-réponses tourne de façon à ce que en fait, chaque acteur vienne exprimer leur action. Donc aujourd'hui, nous revenons sur une attente exprimée par les citoyens quand nous sommes allés à leur rencontre. Cette attente était: il faudrait anticiper les pollutions futures pour une meilleure maîtrise. Donc ce café-réponse est dédié aux réglementations applicables aux ICPE, donc installations classées protection de l'environnement. Nous avons 2 intervenants aujourd'hui, donc Marc Bayard, qui est président de l'association Environnement Industrie, et Olivier Denoux, donc directeur technique au sein d'Elengy. Donc, au programme, Marc Bayard va faire un tour d'horizon de l'ensemble des réglementations et Olivier Denoux montrera par la suite comment l'entreprise s'organise pour assurer l'intégralité des installations. Dernier point pratique, donc il y a 20-30 minutes maximum de présentation et ensuite 30 minutes de questions-réponses. Donc pour information, le webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site du dispositif Réponse. Je vous mets le lien dans le chat. Si vous ne souhaitez pas y paraître, vous pouvez couper votre caméra. Les questions sont à la fin pendant le temps d'échange. Cependant, vous pouvez quand même dès à présent écrire vos questions dans le chat. On y reviendra par la suite. Pendant ce temps d'échange, vous pourrez aussi intervenir directement et poser votre question en levant la main. Je les prendrai dans l'ordre d'apparition. Donc merci également de couper vos micros pendant les interventions. Et je laisse donc maintenant la parole à Marc Bayard sur ce sujet des réglementations applicables aux ICPE et à la suite avec Olivier Denoux. Marc, je te laisse la main. OK, merci à Shirley pour cette introduction. Donc là, je partage mon écran pour afficher la présentation qui on a fait l'essai tout à l'heure. Et alors, je suis désolé. Alors, attends, On a fait l'essai et j'ai dû la refermer. Voilà, ça va arriver. Voilà. Donc bonjour à voilà, donc, bonjour à toutes et à tous. Comme Shirley l'a dit, je me représente quand même, président d'Environnement Industrie. Donc c'est une association qui accompagne les entreprises industrielles classées ICPE, donc installations classées pour la protection de l'environnement, dans la mise en œuvre des réglementations. Et j'ai aussi une deuxième casquette en tant que vice-président du GMIF, donc le groupement maritime industriel de Fos et de sa région. Et c'est à ce titre aussi que je participe aux travaux de la démarche Réponse. Pour ceux qui sont fidèles au Café Réponse, il y a déjà eu des présentations concernant les réglementations, les ICPE. D'ailleurs, j'ai vu que l'Adréal participe à ce Café Réponse. Et mon objectif, c'est d'expliquer un petit peu la vision des industriels et comment les choses se passent. Évidemment, je parle sous le contrôle de l'Adréal, qui est là pour surveiller les industriels.
Alors, voilà, je passe donc la présentation. Je vais vous parler de l'origine et de l'évolution des réglementations dans l'industrie, exposer quelques réglementations essentielles, donc les principales réglementations. Ce ne sera jamais exhaustif parce qu'il y en a beaucoup, ça couvre tous les aspects. Je passerai la parole donc à Olivier Denoux de la société LNJ qui vous parlera de la mise en œuvre, et notamment sur un site présent dans le golfe de Fos. Alors, un petit peu d'histoire. Bon, rapidement, je ne vais pas tout lire, mais simplement, vous voyez la date initiale, 1794, explosion de la fabrique de poudre de Grenelle, tout près de Paris, qui entraîne la mort de 1000 personnes et déclenche une prise de conscience sur les risques et les nuisances pouvant être générés par l'activité humaine. J'allais dire, tout est dit. C'est en commençant à opérer qu'on se rend compte des risques et on réagit. Alors peut-être trop tardivement, mais ça a été le déclencheur. Donc après, on a toute une succession d'événements, de législations qui se mettent en place au fil des années, et notamment avec la mise en place de réglementations concernant les activités à risque, donc sur les appareils qui sont soumis à une pression dans les années 20, et puis avec les années d'industrialisation des 30 glorieuses dans les années 60 jusqu'aux années 70, pas mal de réglementations qui évoluent. Et alors, ce n'est pas écrit en termes de date, mais au début des années 70, création du ministère de l'Environnement et donc des législations qui vont s'orienter de plus en plus vers la protection de l'environnement. Voilà, alors ici, on est un petit peu plus proche de nous dans le temps. Je suis remonté à 76, puisque là, ça a été quand même assez fondateur en termes de législation sur les activités dites à risque, avec l'événement de Seveso, donc la catastrophe de Seveso en Italie, et une réglementation qui a été mise en place, et qui est d'ailleurs aujourd'hui une réglementation européenne, donc qui est une réaction par rapport à un événement, encore une fois. Et on va voir que voilà, dans notre histoire, hein, l'histoire de l'industrie et des technologies, on a quand même toujours tendance à réagir, et c'est ce que montre le cercle. Alors, je ne sais pas si c'est un cercle vertueux, mais il est censé être vertueux, où on améliore et on utilise l'expérience pour viser toujours un objectif de risque zéro, même si le risque zéro n'existe pas. On a eu plus proche de nous donc l'explosion de la MED en 92, qui a eu un impact sur un certain nombre de réglementations précises sur les sites classés ICPE. On a eu l'explosion de Toulouse en 2001 qui a fait prendre conscience de la nécessité de réglementer l'urbanisation à proximité des sites à risque. Donc c'est la réglementation PPRT. On a eu en 2009 donc une fuite importante de pétrole dans l'Accro, donc suite à une défaillance d'un pipeline. Et donc, ça a mis en évidence que le risque environnemental était présent et pas pris forcément suffisamment en considération, notamment par rapport à des installations qui commencent à vieillir. C'était le cas de ce pipeline, même si la défaillance n'est pas uniquement due à un vieillissement, c'était dû aussi à une problématique de conception. Mais le vieillissement était en cause, d'où une réglementation par rapport à ça qui s'est appelé PM2I, donc plan de modernisation des installations industrielles. Et puis plus proche de nous en 2019, donc l'incendie spectaculaire de Rouen, donc qui a entraîné une évolution sur les réglementations concernant le stockage de produits inflammables. Alors, le dispositif de réglementation est très complet. Comme je disais, on ne va pas faire une présentation exhaustive, ce serait trop long et fastidieux.
mais tous les aspects donc d'un site industriel sont couverts par une réglementation. Ici, alors je vais peut-être citer des choses qui ne sont même pas sur cette diapo, comme le risque foudre. Il y a une législation par rapport à ça. Voilà, disons qu'il y en a dans tous les domaines. Les risques technologiques, évidemment, l'accueil, sûreté, sécurité sur les sites, la santé, sécurité au travail, toutes les émissions chroniques, donc la directive IED sur laquelle je vais revenir, tout ce qui est transport de matières dangereuses, etc. Voilà, alors quelques dispositifs clés, hein, ce n'est pas exhaustif, j'ai choisi celles qui ont peut-être le plus fort impact. La première directive sur les émissions industrielles, donc c'est une approche globale européenne, c'est une directive européenne qui est traduite en droit français. La plupart des réglementations donc, au niveau des industries sont aujourd'hui basées sur une réglementation industrielle, mais chaque pays peut ajouter, doit l'adapter à son droit, évidemment, mais peut aussi ajouter des clauses particulières ou qu'il juge nécessaires par rapport à ces conditions particulières. Donc l'objectif, c'est de protéger l'environnement par la prévention et la réduction globale des émissions provenant des activités industrielles et agricoles, il ne faut pas l'oublier, en définissant des valeurs limites d'émissions en fonction de l'activité. Et là, c'est une caractéristique de cette réglementation en basant sur le recours aux meilleures technologies disponibles. Donc, c'est la notion de MTD, meilleures technologies disponibles. Autrement dit, on ne va pas se contenter de mettre en place un objectif standard. On va regarder ce que les technologies permettent de faire et on va imposer, en donnant quand même un délai de réalisation à ceux qui ne sont pas au niveau, on va imposer aux industriels d'utiliser les meilleures technologies disponibles, autrement dit les meilleures performances possibles dans la matière. Et donc c'est ce qu'on appelle les BREF, les standards européens. Donc c'est B, c'est pour Best Available Technology, parce que évidemment c'est en anglais. Donc c'est des références des meilleures technologies disponibles, et ceci est révisé périodiquement parce que bah, comme toute technologie, ça évolue, les progrès ne s'arrêtent pas, et donc on va utiliser tout ce qui résulte des progrès en la matière. La directive Seveso, elle aussi, c'est une législation européenne qui, alors, elle ne date pas de 2012, hein, elle est antérieure à ça, mais la version 3, hein, troisième génération en fait, puisqu'elle aussi, elle est révisée, elle est remise au goût du jour, elle intègre des expériences nouvelles et des technologies nouvelles. Donc, sa dernière révision date de 2012. Donc, son objectif, c'est de maîtriser des dangers liés aux accidents majeurs. Et donc, on va considérer que compte tenu des quantités importantes de produits inflammables ou explosifs, des substances dangereuses, on va classer l'installation donc, et la soumettre à cette directive CESO. Et on va mettre en place des différentes mesures de maîtrise des risques qui seront basées sur ce qu'on appelle les études de danger, les EDD, études de danger. Et donc ces études de danger donc, consistent à identifier qu'est-ce qui va provoquer le maximum de risques. Et on va avoir une approche méthodique qui va consister évidemment à identifier tous les cas ou toutes les situations de risque et de cas de défaillance, de façon à pouvoir mettre en place suffisamment de barrières, maîtriser les risques à la source, donc diminuer l'occurrence et l'impact, les conséquences d'un risque, d'une défaillance. Et tout ceci est évidemment aussi basé sur beaucoup de l'expérience, du retour d'expérience, de l'échange qui est fait au niveau de la profession, de façon à faire bénéficier aux autres des expériences des uns et des autres. Voilà, alors assez rapidement, simplement, il faut savoir que cette réglementation ICPE, elle est graduelle en fonction justement du type d'activité, du type de substance
qui rentrent en jeu dans la fabrication, et on a un ordre croissant des incidences environnementales en fonction de la classification, donc soit déclaration avec contrôle, enregistrement, autorisation. Et donc dans le système d'autorisation, on va voir apparaître donc le classement Seveso avec deux seuils, un seuil bas et un seuil haut. Là encore, toujours fonction des inventaires et des types de substances utilisées. Et puis on va voir apparaître donc l'IED, cette réglementation européenne sur les émissions industrielles. Voilà, alors quelques réglementations plus récentes qui ont été mises en place, comme je le citais en début de présentation. Le plan de prévention des risques technologiques, donc qui a une conséquence directe de l'explosion de Toulouse, qui a été un réveil finalement des consciences, de se dire que l'urbanisation qui dans certains cas a gagné des usines qui historiquement étaient construites à l'écart des habitations parce qu'on maîtrisait peut-être moins bien encore dans le passé. L'urbanisation a rattrapé les industries et donc il a fallu reprendre en main un petit peu tout ça et mettre en place une urbanisation, une réglementation. Alors, il ne s'agit pas simplement d'éviter l'urbanisation, il s'agit aussi, à travers cette réglementation, de faire baisser, donc de traiter à la source les risques et de baisser le risque au niveau de l'industriel lui-même, et tout en prenant en compte les conséquences et en maîtrisant aussi des conséquences si jamais il pouvait y en avoir. Ensuite, donc en 2010, un arrêté qui met en place un plan de modernisation des installations industrielles, donc suite notamment à la défaillance du pipeline de l'Accro. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de prendre en compte des risques liés notamment au vieillissement des installations et qui n'étaient pas pris en compte dans d'autres réglementations. Parce que les risques étaient jugés à l'époque moins importants, donc pas de risque pour les habitants notamment, mais des risques environnementaux qui, là, à travers cette réglementation, sont finalement mieux pris en compte et intégrés donc, dans les différents processus de surveillance et de maintenance des industriels. Et puis, une nouvelle réglementation, donc le dernier événement en date, l'incendie de Rouen en 2019, réglementation renforcée de la réglementation Seveso pour les entrepôts, les liquides inflammables. Donc une réglementation qui est toujours en cours de mise en place aujourd'hui et qui fait l'objet d'un certain nombre de guides industriels qui permettent d'aider les industriels à mettre en place, à comprendre les différents rouages de cette réglementation qui devient de plus en plus complexe. Voilà pour ma part. Je ne prends pas de questions, hein, on a dit qu'on les prenait toutes à la fin. Donc là, je vais fermer ma présentation et ouvrir la présentation qui va être faite par Olivier Denou de LNJ, en espérant que pour le coup, je vais la trouver de suite. En attendant, je vais commencer à me présenter rapidement. Voilà. Donc moi, Olivier Denou, donc je travaille dans la société LNJ, qui est une filiale du groupe Engie, dont l'objectif est d'exploiter 3 terminaux méthaniers en France, donc 2 à Fos-sur-Mer, un dit Fos-Cabaou et l'autre Fos-Tonquin, et puis un montoir de Bretagne, à côté de Saint-Nazaire. Voilà, et j'ai quelques années de carrière derrière moi où j'ai toujours travaillé dans le domaine de la sécurité industrielle, étude des dangers et aussi sécurité des personnes. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter rapidement les terminaux méthaniers. Donc, il y en a 4 en France, 1 à Dunkerque, et puis 3 qui sont exploités par LNJ. Donc, c'est des infrastructures majeures d'approvisionnement en gaz naturel qui vient
de pays divers et variés, Moyen-Orient, Algérie, Norvège, Russie, États-Unis. Donc c'est une activité qui est évidemment essentielle pour l'approvisionnement en gaz naturel de la France. L'année passée, en 2022, on a l'arrivée par méthanier, donc par des grands navires là, qui contiennent de grandes quantités de gaz naturel liquéfié, je vais en dire un mot après. Ça représentait plus de 50%, 60% de l'approvisionnement en gaz de la France. Donc c'est des infrastructures majeures et essentielles à l'activité à la fois industrielle et domestique en France. Donc le gaz, il arrive sous forme liquéfiée, c'est-à-dire qu'il est porté à sa température d'ébullition qui est à moins 160, donc un froid intense, et qui permet de réduire d'un facteur 600 son volume et donc de le transporter. Et donc il arrive par ces navires, on réceptionne les navires, on les branche, vous voyez dans la photo à gauche, avec des grands bras articulés là, qui font une dizaine de mètres de haut. On les branche au terminal méthanier, on décharge le liquide, qu'on met dans un stockage, donc c'est la deuxième étape, toujours à moins 160, donc toujours ce sont des stockages dits cryogéniques. Et ensuite, ce GNL, donc ce gaz naturel qui a été porté à moins 160, on le réchauffe, on le met sous pression, alors, on le met sous pression, on le réchauffe plutôt, et puis on le compte, on l'odorise et on l'envoie sur le réseau de transport pour qu'il aille jusqu'aux différents consommateurs, que ce soit consommateurs domestiques, industriels ou autres. Alors, le gaz naturel, vous savez que c'est essentiellement du méthane. Donc, ce sont des infrastructures, j'ai dit majeures, donc vraiment importantes en termes de taille. Là, vous voyez le terminal de Fos-Cabao, un navire qui fait 250 mètres à 300 mètres de long, donc ça vous donne une petite échelle de ce type d'infrastructure. Donc le gaz naturel, c'est essentiellement du méthane. Donc on l'utilise parce qu'il brûle, et puis il est dangereux parce qu'il brûle. Je dirais que lorsqu'on manipule de l'énergie, l'énergie c'est précieux, ça doit être manipulé avec précaution et avec un certain nombre de mesures de sécurité. Donc vous voyez les sites, ce qui caractérise ces sites par rapport à d'autres sites, c'est la taille, la distance entre les équipements, le relativement faible nombre d'équipements, puisqu'on ne fait pas de chimie, on fait de la thermodynamique. Alors, on a un gaz qui est sous sa forme liquide à moins 160, et puis à la sortie, on a un gaz sous pression, à pression quasi atmosphérique. Donc ce sont des échangeurs, du stockage, puisque le navire arrive, il doit décharger rapidement, mettre dans les réservoirs pour vite repartir, et puis ce gaz sous forme liquide dans les réservoirs, on va l'envoyer sur le réseau de transport petit à petit. Donc le terminal de Fos-Cabao, il a été construit en 2010. L'autre terminal dans la zone, c'est le terminal de Fos-Tonquin, donc a été mis en service en 72, donc là de façon plus. Et le terminal de Montoir, lui, date de 1980. Et vous voyez, l'échelle n'est pas la même, mais à peu près la même. Des réservoirs, le navire et puis différentes installations au niveau du sol. Alors, les terminaux méthaniers, ils sont par nature au bord de la mer. Et donc, les réglementations qui s'appliquent, c'est à la fois de la réglementation liée à l'aspect portuaire, et puis liée au fait surtout qu'on manipule des grandes quantités d'énergie, du gaz, dans des équipements qui peuvent être sous pression. Et donc, là, j'ai indiqué dans la colonne de gauche les principales réglementations. Alors, c'est évidemment pas exhaustif, il y a aussi le Code du travail, il y a des tas de réglementations, mais c'est celles qui sont, je dirais, un peu structurantes vis-à-vis de la sécurité des installations elles-mêmes. Donc, comme a dit Marc tout à l'heure, il y a la réglementation sur les appareils à pression ou les équipements sous pression, qui est une réglementation relativement ancienne, mais qui fait l'objet de mises à jour régulières. Donc, nos équipements, ce sont principalement des équipements sous pression, donc ils sont soumis à cette réglementation. Évidemment, vu les quantités d'énergie qui sont manipulées dans un terminal méthanier, on est un site Seveso dit seuil haut, donc avec un maximum de contraintes, et c'est, je dirais, normal et rassurant que ça soit comme ça. Donc, on est soumis à la réglementation française, donc le Code de l'environnement, donc les installations dites ICPE,
qui est aussi une transcription au droit français là, de la directive Seveso. Et puis, nos installations, hein, évidemment, sont aussi à ce titre soumises au plan de modernisation des installations industrielles, donc l'arrêté du 4 octobre 2010. Donc ça, je dirais que c'est le socle réglementaire, hein, des principales réglementations structurantes pour nous. Il y a aussi des choix de l'entreprise. Face à ça, des choix qui peuvent être des choix, par exemple, voilà, vouloir être certifié suivant certaines normes. Là aussi, je ne les ai pas toutes citées. Par exemple, on a une norme importante en GNL, qui est le N 1473, une norme européenne. Voilà, donc on a choisi de respecter cette norme parce que ça nous semblait être une bonne pratique, hein, basée sur des retours d'expérience pour concevoir, exploiter des installations GNL. On a aussi des choix type plus classiques, hein, sur les normes qualité ou environnement ou santé sécurité au travail. Et puis, on a aussi une politique de maintenance, hein, qui est le choix de l'entreprise pour savoir est-ce que je repeins tous les jours ou est-ce que j'attends que ça s'écaille un peu puis je repeins plus tard. Je caricature, mais voilà, ce sont des choix équipement par équipement pour avoir la bonne maintenance, la bonne politique de maintenance pour garantir à la fois la sécurité de nos installations et puis leur bon fonctionnement, puisqu'on travaille pour des clients, hein, qui apportent des méthaniers et qui veulent qu'on les décharge pour émettre le gaz sur le réseau de transport. Alors, je vais faire un zoom sur la réglementation sur les équipements sous pression. Donc, c'est une obligation de l'exploitant, hein, c'est sa responsabilité de surveiller, vérifier la conception et la surveillance de ces équipements. Ça peut être fait de différentes façons, et nous, on a fait un choix qui est un choix depuis maintenant presque une vingtaine d'années, d'avoir ce qu'on appelle un service d'inspection reconnu. Donc, qu'est-ce que c'est un CIR, comme on l'appelle, ce service d'inspection reconnu? C'est un organisme, hein, c'est un département qui est reconnu par l'autorité administrative, d'où le terme reconnu, à agir quasiment au nom de l'autorité, hein, en suivant un référentiel pour un certain nombre de tâches. Alors, la mission principale de CIR, c'est de suivre ce qu'on appelle le cycle de vie des équipements. C'est-à-dire qu'un équipement, si je prends un ballon qui contient par exemple du gaz sous pression ou une tuyauterie, une canalisation, il faut concevoir, mettre en exploitation, hein, donc vérifier avant qu'on commence à mettre du gaz que l'équipement est bien conforme à sa conception et bien dimensionné, suivre périodiquement l'état de cet équipement. Est-ce qu'il y a de la rouille, hein, on est au bord de la mer, donc ça peut être un environnement un peu agressif pour ce type d'équipement. Est-ce qu'il y a des zones qu'on pu travailler pour différentes raisons? Et puis, si besoin, l'exploitant peut intervenir, par exemple pour réparer ou pour modifier, hein. Donc là aussi, le CIR a un rôle pour accepter ou pas, ou mettre des conditions lorsqu'on fait des interventions de réparation, de modification des équipements. Et puis on apprend, hein, comme a dit Marc, on apprend aussi au fur et à mesure qu'on exploite les installations, qu'on peut avoir des incidents, on apprend de tout ça. Et donc le CIR, il capitalise le retour d'expérience, et c'est d'ailleurs un des critères qui a fait qu'on a choisi d'avoir un CIR interne au groupe Engie, que l'on partage avec Storengy, qui est l'exploitant de stockage souterrain. C'était pour aussi augmenter, je dirais, le périmètre possible du retour d'expérience sur des installations gazières industrielles qui sont en faible nombre en France, hein, puisqu'il y a, je l'ai dit, il n'y a que 4 terminaux, donc on en exploite 3, puis pareil sur les stockages souterrains, c'est principalement Storengy qui les exploite. Voilà, donc ça permet d'apprendre au fur et à mesure et d'engranger, je dirais, ce retour d'expérience. Alors, le fait d'avoir un CIR interne, non, si tu peux rester 2 secondes sur la diapo d'avant. Merci. Il y a 2 conditions importantes. C'est qu'il doit agir avec indépendance et impartialité, hein. Donc, il agit finalement au nom de l'autorité administrative, suivant un référentiel qui a été défini par le ministère,
même s'il est présent sur nos sites tous les jours, il doit agir en toute indépendance, comme agirait un organisme extérieur. Voilà, donc voilà, on peut passer sur la diapo d'après. Donc en fait, c'est un jeu, un jeu d'acteurs, entre guillemets, à trois composantes. On a l'exploitant, donc qui maintient, qui entretient, qui surveille, qui exploite ses installations pour ses clients. Donc il est en interaction avec le CIR, le service d'inspection reconnu, en mettant à disposition les équipements pour que le CIR puisse agir et puis faire ses différentes inspections et contrôles. Et puis le CIR, en retour, il fait un retour à l'exploitant en disant c'est bon, vous pouvez continuer d'exploiter tel ouvrage. Là, non, ça ne va pas, il faut une réparation. Et donc, je vous demande d'arrêter, par exemple, d'exploiter tel équipement, tel échangeur ou tel réservoir. Et puis l'exploitant, il doit obéir. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme une imposition réglementaire en enlevant l'ouvrage de son exploitation. Alors, l'exploitant est aussi en interaction avec les autorités, alors soit au plan national ou local DREAL, puisque c'est la DREAL, enfin c'est la préfecture plutôt qui délivre les autorisations d'exploiter et qui va vérifier régulièrement. Donc l'exploitant doit rendre compte de son activité, doit déclarer les incidents, que toutes les conditions mises à l'exploitation sont bien respectées. Et il y a aussi un contrôle entre l'autorité, donc le ministère et les DREAL, et puis le CIR, puisque c'est le ministère qui définit les règles de fonctionnement, qui attribue la reconnaissance ou pas, et qui va vérifier que le CIR agit bien en toute indépendance et impartialité. Et pour l'anecdote, à 13h30, j'ai un audit par le ministère qui vient vérifier que l'activité du CIR, donc là je vais représenter l'exploitant, est bien fait en toute impartialité et indépendance. Voilà. Donc ça, c'est je dirais, un ensemble de relations entre ces trois acteurs qui garantit, en tout cas c'est l'objectif, que la réglementation est bien appliquée et qu'il y a un bon échange entre ces différents acteurs. Alors, les enseignements qu'on peut tirer après quelques années, entre guillemets, puisque les terminaux méthaniers, on les exploite depuis 1965 en France, et puis le CIR, on en a un depuis une vingtaine d'années, c'est que le CIR, un peu comme la réglementation ICPE, s'est focalisé au début sur les gros sujets, les sujets où on pensait qu'il y avait le risque le plus important, donc qu'on a traité. Voilà. Et puis au fil du temps, on s'est aperçu qu'il y a aussi un certain nombre de choses, donc là, que j'ai cité par exemple à l'écran, les structures porteuses, les racks, donc c'est ce qui supporte les canalisations, etc., ont fait que voilà, c'est aussi important à suivre, et le PM2I a notamment apporté un élargissement de ce que le CIR va regarder, et puis aussi ce que l'exploitant inspecte. Le deuxième point que je voulais signaler, c'est que la politique de l'exploitant, c'est d'abord l'exploitant qui est responsable des installations. C'est lui qui doit faire les bons choix en termes d'investissement, de réparation, de rénovation et autres. Et ça, je dirais que c'est majeur, d'autant que la technologie évolue, la connaissance des risques évolue. Donc, par exemple, Tonkin, j'ai dit, a été mis en service en 72. Rappelez-vous les véhicules qu'on avait en 72, ceux qui ont connu cette époque, et ceux qu'on a maintenant. Sur le site industriel, c'est pareil. Ça n'a rien à voir, même si les gros équipements sont toujours là, en termes d'automatisme, de détection, de système de sécurité, de formation des opérateurs. Forcément, le Tonkin, le site de Tonkin de maintenant n'a rien à voir en termes de sécurité par rapport à celui des années 70, voilà, comme on a connu d'autres améliorations. Et ça je dirais, c'est un facteur clé pour garantir que le site évolue bien et qu'on gère son vieillissement, voire même en l'améliorant. L'autre enseignement, et là aussi ça a été évoqué, c'est que le retour d'expérience et le partage du retour d'expérience est clé. Donc ça veut dire à la fois de la transparence avec les autorités, que ce soit la DREAL ou le CIR, pour le CIR qui est tous les jours sur nos sites, mais aussi entre opérateurs. Donc,
on échange avec les opérateurs de terminaux méthaniers, à la fois en Europe et même dans le monde, sur toutes ces questions de vieillissement, de maintenance, d'incidents qu'elle puisse produire ailleurs. Est-ce que ça pourrait se produire chez moi? Et si oui, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça se produise? Voilà ce qu'on appelle c'est l'asset management, la gestion des actifs industriels. Évidemment, les échanges entre opérateurs sont aussi clés pour échanger de l'information et progresser collectivement. Voilà, donc je suis allé rapidement. J'espère que ça va en termes de timing pour laisser de la place aux questions. Parfait. Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces informations et surtout pour ces exemples concrets. On va passer aux questions. N'hésitez pas à lever la main pour poser votre question directement. En attendant, on avait 2 petites questions dans le chat. Alors, Monsieur Denis, vous avez déjà répondu sur le chat, mais je préfère relire la question et si vous pouvez y répondre de vive voix pour que tous les participants aient le même niveau d'information. Donc, on avait une question de Clément Paillet. Donc, il y a des dispositifs clés liés au risque naturel en lien avec les installations classées ICPE. Oui, donc lorsqu'on fait, alors je parle pour les terminaux méthaniers, donc des sites Seveso, ICPE, lorsqu'on fait une étude des dangers, on garde tous les risques internes, hein, risque de fuite, risque de feu, mais aussi les risques d'origine externe. Donc, dans les risques d'origine externe, ça peut être lié à une usine qui est à proximité, hein, donc lié à l'activité humaine, ou des risques naturels, des risques de submersion, inondation, foudre, mouvement de terrain, séisme. Voilà. Tout ça, ça peut être des faits générateurs d'incidents, hein, ça peut provoquer des accidents sur les sites. Et donc ça, c'est pris en compte. Et pour certains risques particuliers, là, j'ai cité par exemple la foudre, mais aussi, par exemple, sur tout ce qui est séisme, il y a en plus des réglementations spécifiques, hein, qui doivent être respectées. On doit démontrer qu'on les respecte bien. Merci. On avait une autre question de Anne Lahaye. Donc, y a-t-il des parcs éoliens sur fosse? La réglementation pour ces parcs est-elle la même que pour les autres ICPE? Alors, je vais tenter de répondre. Il y a un projet, sur fosse, avec notamment un test d'éolien flottant qui prévoit, je crois, 4 éoliennes. Un véritable parc éolien au large, je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas si l'Adréal, qui est présente à ce webinaire, a plus d'informations. Et pareil, en termes de réglementation, il y a des réglementations aussi que je ne connais pas, qui sont certainement spécifiques et qui doivent être adaptées. Merci Marc. Je vous remercie. Oui, Anne, vous avez des compléments dans votre question? Non, je voulais simplement dire merci. Ah, d'accord. Merci à vous. On a une autre On peut question. dire sur les éoliennes, oui. c'est que ça n'est pas du tout la même chose. On a eu l'exemple du stockage de gaz liquéfié où on manipule de très grandes quantités d'un produit dangereux. Sur les sites pétroliers, pétrochimiques, voire sidérurgiques, on manipule aussi d'autres types de produits dangereux. Les risques générés par une éolienne sont d'un ordre tout à fait différent. Et donc, j'imagine qu'il y a une réglementation spécifique qui doit s'appliquer parce que, comme dans toute activité, il y a des risques aussi. Alexandre, tu souhaitais peut-être réagir? Ouais, je vais apporter un petit complément. Bonjour à tous, c'est Alexandre Lyon. Donc, moi, je suis responsable de l'unité ICPE au sein du service régional de l'Adréal. Alors, je ne suis pas spécialiste éolienne et pour une bonne raison, c'est qu'on en a très peu en PACA. On n'est pas du tout une région propice à l'éolien. Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'en termes de réglementation, en fait, le gros enjeu en matière d'éolien, c'est plus l'implantation des mâts et les aspects insertion paysagère, protection de la biodiversité. Et c'est vrai que l'exploitation est peut-être moins problématique que sur d'autres types d'installations. Toujours est-il que ça rentre effectivement
dans la réglementation installation classée. Donc, c'est soumis grosso modo, même procédure que les autres types d'ICPE. Et on a une rubrique dédiée dans la nomenclature des installations, c'est-à-dire qu'en fait, on a spécifiquement un arrêté ministériel lié à cette activité-là qui s'applique en plus à toute la réglementation générale. Donc, pour le coup, j'étais en train de vérifier, c'est un arrêté de 2020, je crois, qui s'applique. Et ça doit être l'arrêté du 30 juin 2020. Si vous recherchez arrêté du 30 juin 2020 éolienne, ça vous donne les prescriptions applicables pour ce type d'activité, en fait. Merci Alexandre. N'hésite pas à mettre le lien dans le chat si tu as. Oui. S'il te plaît, merci. Je prends une question dans le chat, donc de Marie-Laure Lambert. Le CIR doit être indépendant et impartial. C'est une bonne chose qu'un corps d'inspecteurs soit sur site chaque jour, mais qui rémunère ce service? Je peux répondre, c'est LNG. Enfin, pour nos sites, c'est LNG. Et ça serait la même chose si c'était APAV ou Bureau Veritas qui venait faire les contrôles et inspections. Hein. C'est l'industriel qui paye ce travail, hein, cette prestation qui est réalisée. Voilà. Après, ça n'enlève rien au fait qu'il puisse intervenir de façon indépendante et impartiale. Enfin, c'est aussi sa crédibilité qui est en jeu. Hein. Donc la reconnaissance par l'administration pour pouvoir agir, hein, et le CIR, qui soit le CIR d'LNG, Storengy ou un organisme type APAV ou Bureau Veritas, c'est aussi leur crédibilité qui est en jeu et leur activité. Hein. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème particulier. Maintenant, si l'administration voulait les payer, je m'y opposerais pas, évidemment. Merci, monsieur Denou. Oui, alors, Marc. je ne sais pas si ouais, c'était Mme Lambert peut réagir ou... Je peux rajouter peut-être, oui. en complément, donc ayant été directeur d'un site classé Céveso avec un CIR, le chef du service inspection reconnu, il a un lien direct avec l'administration, c'est-à-dire que sa décision surpasse une décision de la direction locale. Voilà. Et pour répondre à une question, là, le CIR se fait auditer tous les ans. Donc tous les ans, alors déjà la reconnaissance est remise en jeu, je dirais, tous les 4 ans. Donc tous les 4 ans, il y a un gros audit de reconnaissance pour vérifier que l'activité du CIR a bien pu être faite de façon indépendante, sans entrave de l'exploitant, etc. Et puis les sites sont audités tous les ans sur il y a l'aspect de réel ICPE, mais aussi l'aspect de réel équipement sous pression qui viennent les auditer très régulièrement. Ouais. Et ils viennent auditer l'activité du CIR dans ce cas-là. Merci. Donc, j'en profite, il y a une question. Donc, si le CIR doit rendre des comptes à l'État si une installation est défectueuse. Oui. Bah, déjà, le CIR, il va émettre un certain nombre de prescriptions qui sont pour nous, on n'a pas le choix, puisque le CIR a le pouvoir, je dirais, réglementaire de faire arrêter une installation. S'il fait une prescription parce qu'il y a un risque, que ce soit, peu importe, pas d'exemple en tête, mais un risque, par exemple pour les personnes ou pour les installations, il peut demander un arrêt immédiat à l'exploitant ou alors une réparation dans un délai. Voilà. Et puis, il y a aussi un certain nombre pour tout événement, en fait, il y a certains critères de gravité, et puis, suivant la gravité du fait, il fait remonter au DREAL ou au ministère. Et un bilan après qui est fait annuellement de son activité, et puis des incidents, du nombre de prescriptions qui ont été émises, etc., qui est fait régulièrement. Ouais. D'accord, donc merci. oui, le CIR rend compte à l'État. Oui. Ajda Castello, je vous laisse prendre la parole et poser votre question. Alors moi, je voulais savoir concernant les sites de Fos et de Tonquin. Donc les navires arrivent par bateau et ça représente une flotte de combien de navires par semaine ou par jour, si ça peut nous donner des ordres d'idées. Et une fois que le gaz est liquéfié, ça repart par réseau, par canal souterrain, mais aussi par camion. Oui. Et combien ça représente aussi de trafic? Oui, ça, je peux
je peux répondre. Alors, je m'étais mis mon anti-sèche, puis je ne la retrouve plus, évidemment. Et j'ai une troisième question pour terminer. C'est là, au regard de ce qui se passe des événements avec l'Ukraine et la Russie, est-ce que on vous a demandé est-ce qu'il y a une demande de gaz plus importante qu'auparavant? Alors, sur les premières questions, là, je vais parler j'ai les chiffres pour les 3 terminaux, donc à la fois Montoire, Fos et les 2 de Fos. Donc, on a reçu en 2022 329 navires, hein, donc ce qui fait une bonne centaine par site. Hein. Donc, c'est une activité très importante, hein, ça fait en gros 2 par semaine qui viennent. Et donc, ce gaz, effectivement, il ressort principalement sous pression dans les canalisations qui sont enterrées, hein, qui vont dans le réseau de transport et puis après le réseau de distribution jusqu'aux consommateurs finaux. Et on a aussi une activité là, qui s'est développée depuis une dizaine d'années de camions. Les camions, on en a chargé 11 000 sur les 3 terminaux l'année passée. Donc là aussi, ça peut faire plusieurs dizaines par jour, hein, suivant les sites. Et en fait, ces camions, ils vont desservir des clients, par exemple industriels, qui utilisaient du fuel ou d'autres combustibles et qui veulent passer au gaz naturel, mais qui sont loin du réseau. Donc, on ne peut pas raccorder facilement. Hein, ils veulent alors, ça reste évidemment une énergie fossile, mais moins émettrice, à la fois en termes de pollution atmosphérique et de CO2. Et donc, on apporte le GNL par camion. Voilà, donc, voilà, garder 2 navires par semaine et puis les camions, plusieurs dizaines par jour qui sont chargés. Et alors, le climat actuel, il y a eu, en fait, il y a des effets à la fois de baisse un peu globale de la consommation de gaz, hein, liés soit à un ralentissement industriel, soit au climat. Voilà, donc, et en fait, par contre, le conflit en Ukraine a fait plutôt un déplacement, donc un déplacement du gaz qui arrivait par pipe, hein, par canalisation, qui est plutôt arrivé par navire. Donc, le volume a un peu diminué, mais globalement, il est resté dans le même ordre de grandeur. Par contre, l'origine du gaz a changé, et donc maintenant, il y en a plus qui vient par navire qu'avant. Merci pour ces informations. Voilà, on reste à votre disposition s'il y a d'autres questions par rapport à ce qui a été présenté. Pardon, j'avais mon micro coupé, je parlais toute seule. Patrick Courtin, est-ce que vous pouvez poser votre question? Oui, bonjour, Patrick Courtin. Donc, je suis adhérent à plusieurs associations de citoyens. Je suis aussi médecin spécialisé en santé environnementale. Et je me posais beaucoup les questions de ces réglementations, hein, que j'applaudis. Franchement, elles ont le mérite d'exister et elles ont le mérite aussi d'évoluer en fonction des accidents éventuels et des incidents. Néanmoins, je me posais la question de comment elles sont appliquées, respectées et contrôlées. Alors, j'ai bien écouté ce qui a été dit sur le CIR. Enfin, c'est pour moi un discours dithyrambique, comme quoi tout est contrôlé, tout est respecté, obligation de, etc., etc. Bon, c'est pas du tout le sentiment que nous avons, nous, dans les associations, et surtout quand on lit le rapport de la Cour des comptes de 2020, qui pointe tout de même des manquements importants, ça me rassure pas entièrement, même si le représentant de l'ENJ est certainement très sincère et son entreprise est très vertueuse. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Néanmoins, on ne met pas en cause, comme c'est le cas dans le rapport de la Cour des comptes, le régime d'autosurveillance et d'autocontrôle des entreprises les plus polluantes, de l'ICPE. On est bien obligé de croire les chiffres qui sont donnés, les ingénieurs des entreprises aux ingénieurs de l'Adréal. On est bien obligé de croire ces chiffres. Ceci étant, il y a tout de même, au jour d'aujourd'hui, dans un document interne
une entreprise qui révèle que pendant 240 jours par an, elle émet, malgré les réglementations, des taux d'émission qui vont au-delà des réglementations et malgré les réglementations. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des modes dégradés, des modes transitoires qui, on le sait, sont émetteuses de pollution et sont autorisées? Pourquoi est-ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui encore des régimes de dérogation? C'est-à-dire, la dérogation, ça veut dire moyen de contourner les réglementations, moyen de contourner les lois et décrets qui sont votés. Donc, tous ces problèmes-là ne sont pas abordés. On me dit, oui, mais les entreprises sont exposées ont obligation, il y en a qui sont exposés à des amendes. Excusez-moi, 15 000 € pour des multinationales qui font des milliards de chiffres d'affaires. Comme le disent certains de mes collègues, c'est plus une amende, c'est un véritable permis de polluer. L'Adréal, elle a de moins en moins de moyens, elle le dit elle-même, pour contrôler, pour aller sur site, pour faire des inspections, on va dire inopinées, qui sont de moins en moins inopinées. Et en fait, il y en a de moins en moins de contrôle, puisqu'il y a de moins en moins d'inspecteurs du travail, ce qui est dénoncé par tout le monde. Donc voilà, moi je reste très sceptique sur ces réponses qui nous sont faites. Tant qu'on ne mettra pas en cause tous ces régimes qui permettent de contourner et donc d'exposer les citoyens et les salariés des entreprises à ces pollutions et qu'on ne se donne pas vraiment les moyens d'appliquer et de contrôler les réglementations, je me demande à quoi servent ces réglementations. Excusez-moi d'avoir mis un pavé dans la mare. Je vais tenter d'apporter une réponse. Bon, il y a énormément de choses dans ce que vous venez d'exposer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout le monde n'est peut-être pas parfait. Il y a pu y avoir des incidents, mais le tableau que vous venez de dépeindre n'est pas le tableau général. Voilà. Donc, je pense que l'industriel lui-même, notamment, il doit respecter une réglementation, mais il a intérêt à la respecter, voire à aller plus loin. Il ne souhaite pas qu'il y ait des catastrophes dans son usine. Il ne souhaite pas non plus causer des dommages à son environnement et aux populations avoisinantes. Bon, déjà, là, ça permet donc de rétablir un petit peu, je dirais, le sens des responsabilités. Après, je disais, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire qui interpellent, qui appellent des commentaires. La notion de dérogation, elle est très, très mal comprise. Il y a des situations où il y a pu y avoir un incident technique qui fait que, momentanément, on n'est pas en respect stricto sensu de la réglementation. Mais à ce moment-là, l'Adréal ou d'autres services de l'État vont venir inspecter, contrôler, voir quelle est la situation exacte. Des mesures compensatoires vont être mises en place de façon à permettre à l'industriel de passer ce cap-là et de lui donner le temps de revenir à une situation plus normale. Mais les mesures compensatoires sont là pour vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de dommages particuliers, trop importants ou jugés importants. Donc, il y aura des choses qui seront faites. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que c'est il y a un amalgame d'un certain nombre de choses dans ce que vous avez exposé et c'est assez compliqué d'y répondre. Alexandre, je te laisse prendre la parole. Oui, peut-être apporter un petit complément côté Adréal. Alors, je sais que le type de l'autosurveillance, c'est quelque chose qui questionne beaucoup, mais moi, j'aime bien prendre une analogie routière. C'est qu'il y a un code de la route et que chacun est responsable de le respecter et qu'on ne met pas un radar et un gendarme à chaque coin de rue pour s'assurer que tout le monde le respecte bien. Donc, effectivement, nous, notre but, on ne peut pas mettre un inspecteur dans chaque usine, mais matériellement, il y a un principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'on va porter l'effort sur les sites où il y a
le plus d'enjeux environnementaux et sanitaires. Et donc, c'est ces sites qu'on va contrôler le plus fréquemment. Et donc, sur les gros sites de l'étang de Berre, il y a à minima en général une inspection annuelle, voire plusieurs par an. Bon, juste pour donner un ordre d'idée, en fait, je crois qu'on est 80, de l'ordre de 80 inspecteurs en PACA. Donc, bon, effectivement, on considère que c'est pas assez, mais voilà, ça représente environ 1200 inspections par an sur le tissu industriel de la région. Et ces inspections, non, elles ne donnent pas toujours lieu à des... Enfin, on constate des non-respects réglementaires. J'étais en train de rechercher les chiffres, je ne les ai pas retrouvés. On pourra les communiquer ultérieurement pour PACA. Hein. Il n'y a pas de secret. Donc, effectivement, il y a des rappels à la loi avec des mises en demeure, et ensuite, il y a des sanctions qui peuvent être d'ordre administratif ou judiciaire. L'Adréal, sur les sanctions, elle propose, mais elle ne dispose pas. Donc, pour le coup, c'est le préfet ou c'est le juge qui décide de la sanction qui sera in fine imposée. Après, le menton des sanctions, bah, il est ce qu'il est. Moi, j'applique la réglementation telle qu'elle existe, et le Code de l'environnement, il prévoit des montants pour les amendes. Donc, effectivement, c'est un constat. Voilà, donc après, on essaye de faire au mieux en fonction de nos moyens. Globalement, je pense quand même que la majorité des exploitants sont dans une démarche responsable. Les premiers exposés, c'est quand même eux, les travailleurs des sites. Ça, encore une fois, ça n'empêche pas qu'il y ait des anomalies, mais on essaye de mettre les moyens pour limiter toutes les situations déviantes. Merci Alexandre. Je prends les 2 dernières questions qui sont écrites dans le chat avant de clôturer ce webinaire. Donc, on parlait tout à l'heure des audits. Une question de Anne Lahaye. Donc, au ministère, qui fait les audits et est-ce que c'est tous les ans? Que Monsieur Denoux, vous voulez répondre? Je crois que c'était en relation avec le CIR. Donc, oui. Effectivement, il y a donc le ministère qui est le ministère de l'Environnement, quel que soit son nom au fil du temps, donc qui va auditer l'activité du CIR. Et ça, c'est avec un rythme annuel. Merci. Et c'est une dernière question donc, de Marie-Laure Lambert. Les contrôles concernent la sécurité industrielle, mais y a-t-il un contrôle des fuites de méthane lors des déchargements de navires ou lors de fonctionnements dégradés? Ces fuites sont très importantes en matière d'impact climatique. Sont-elles vraiment évaluées? Oui. Donc, effectivement, les fuites de méthane, en termes d'impact climatique, on parle de pouvoir de réchauffement global est plus fort que le CO2, hein, puisque la valeur qui varie, mais on va dire c'est à peu près 30 fois. Donc, effectivement, alors, et je dirais que c'est donc des fuites, alors fuites fugitives, hein, c'est des petites fuites, il y en a eu, et c'est vrai qu'il y a 10-20 ans, ce n'est pas quelque chose qui était regardé aussi précisément que maintenant. Donc maintenant, on fait des campagnes de mesure très, très précises. C'est le centre de recherche d'Engie qui fait ces campagnes de mesure pour aller détecter ces fuites et puis réparer pour les limiter. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y en a pas, il y en a, c'est certain. Et c'est certain qu'on on les identifie et puis on les traite dès que possible. Maintenant, il y a l'opération de déchargement de navires se fait sans fuite. Hein. Tout est prévu pour que le navire soit raccordé là, via des canalisations articulées et qu'on puisse décharger le navire, évidemment, sans perdre la cargaison, qui est le bien précieux. Et pour votre information, il y a un règlement européen qui est en préparation, justement spécifique sur les émissions de méthane. Hein, on parle de la réglementation qui évolue toujours, et ce règlement dit méthane, justement, il va être plus contraignant pour les industriels, et c'est une bonne chose sur la question des rejets de méthane. Et donc, on se prépare à l'appliquer dès maintenant. Merci beaucoup. Il est 13h31, donc c'est le moment de clôturer ce webinaire. Un grand merci à vous deux, Marc Bayard et Olivier Denoux, pour votre clarté et surtout pour vos réponses apportées. Merci à tous les participants. Je vous ai mis dans le chat le lien vers le questionnaire satisfaction.
Donc, n'hésitez pas à laisser votre avis sur le webinaire. C'est toujours très utile pour nous d'avoir vos retours et notamment si vous avez des propositions de sujets pour les prochains cafés-réponses. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et une très belle journée. Merci, Merci. Charlène, et Merci. au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci pour votre Au écoute. revoir.